Alors Frédéric Collet, vous allez suivre les échanges avec tous nos experts, et puis Florence Alouche, évidemment, qui va intervenir régulièrement depuis le Maroc où elle se trouve, et puis ensuite on entendra vos remarques, vos propositions, donc au nom du LEM que vous présidez. On l'a vu, on le disait tout à l'heure, la crise, elle a été un accélérateur de l'innovation en santé partout dans le monde, et la France reste mobilisée. Qu'est-ce qui justifierait que l'écosystème français, il est pénalisé? Est-ce que la France, elle a des priorités claires en matière de recherche médicale? Qui commence? Alexandre Loupy, s'il vous plaît. Est-ce que la France a des priorités claires? Oui, bien sûr. Alors, première chose, vous l'avez dit, je suis médecin et chercheur, et dans les programmes des candidats, j'ai cherché la recherche médicale, et je n'ai pas beaucoup trouvé, premièrement. Ce que rappelait très justement Chloé il y a une poignée de secondes. Beaucoup de choses sur le nucléaire, la physique quantique, etc., qui sont évidemment des enjeux importants. Mais je suis un petit peu déçu globalement sur la place de la recherche médicale, surtout dans un contexte de pandémie. Sur l'innovation et la compétitivité française, je pense que la crise a révélé quand même qu'on était un peu à la traîne. Dans tous les classements, on dégringole. Il n'y a bien qu'en mathématiques qu'on occupe encore vraiment le devant de la scène. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que l'organisation en biocluster qu'on a pu voir à Boston, par exemple, ou même en Israël, il y a des bioclusters qui fonctionnent très bien en France. Paris-Saclay, on est un bon exemple, mais on a manqué vraiment de stratégie de prise de risque maximale, on a manqué d'agilité. Et je dois bien dire que par rapport à ces gros bioclusters, et notamment celui de Boston qui a un peu tout raflé, on a été un petit peu à la traîne sur le Covid. Donc on n'a pas de priorité claire à vos yeux, Alexandre Loupy? Il y a une priorité sur l'innovation, mais moi ce que je constate, c'est que quand on cherche vraiment la recherche médicale, il y a beaucoup sur le digital et la santé numérique, et ça c'est très important, mais la santé numérique, elle se nourrit finalement de la recherche médicale, sur le médicament, sur les patients, etc. Je ne trouve pas ça très présent dans les programmes. On a un grand ministère avec, on a concaténé l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Reste à savoir si ces grands ministères ont bénéficié réellement à la recherche médicale. Enfin, un dernier point, la recherche médicale, elle doit se réinventer, elle doit bénéficier de prises de risques importantes pour qu'on puisse avancer et accélérer. Et aujourd'hui, on va parler, j'imagine, de partenariat public-privé, mais il y a des petits leviers sur lesquels on peut agir. Florence Alouche, toujours en ligne depuis le Maroc, je le disais, docteur en pharmacie à la tête de Mirpharm. La France, elle a des priorités claires ou pas, à vos yeux, en matière d'innovation, en matière de recherche médicale? Alors la France a été un grand lieu d'innovation thérapeutique, et vous parliez de l'hôpital tout à l'heure. C'est à l'hôpital qu'on a fait les grandes premières internationales sous promotion publique en thérapie cellulaire et en thérapie génique. Et je pense qu'on a un peu fait passer, on va dire, l'organisation de l'hôpital et l'efficience de l'hôpital peut-être avant ce que pouvaient faire les grandes équipes et les grands professeurs dans le lancement de grandes premières internationales. Alors oui, on a pris du retard. Du coup, et finalement les grands enjeux qui arrivent, alors on parle de santé numérique parce qu'on a été confronté au Covid, et du coup la santé numérique a pris une place extrêmement importante, mais une grande partie des médicaments de demain seront des biothérapies, et la recherche médicale en matière de biothérapie est vraiment une priorité sur laquelle vous aviez parlé des conclusions du CSIS tout à l'heure. Il est évident que la puissance de la recherche biomédicale française doit être valorisée et soutenue pour que justement on ne perde pas ce retard. On parle de publications scientifiques, on parle de brevets, on parle de compétitivité, tout ça c'est extrêmement lié. À mon sens, il n'y a pas de recherche biomédicale d'un côté et d'innovation de l'autre. Les deux sont extrêmement liés, et je suis ravie que l'on puisse parler maintenant de ce continuum dont on parlait il y a 10 ans et qui maintenant est assez clair pour tout le monde au niveau des ministères et au niveau des acteurs de la santé. La recherche dans les équipes de recherche et dans les services de soins, puis le transfert industriel vers des grands laboratoires pharmaceutiques ou des startups, c'est ça qui va permettre d'être compétitif et avoir une bonne place au niveau international. On va vous retrouver dans un instant. Nicolas, on est bon ou on n'est pas bon? On était bon et on est de moins en moins bon, mais déjà il faut se féliciter du fait qu'on en parle, parce que la santé en France, dans les débats politiques et les débats publics, a été exclusivement traitée depuis longtemps sous l'angle de l'offre de soins, c'est-à-dire l'organisation hospitalière, médecine de ville versus hôpital, et c'est très important d'ailleurs, hein, peut-être qu'on en reparlera, mais on n'avait pas vu
parce que ce n'est pas notre culture, qu'il y avait aussi une économie. C'est-à-dire qu'il y avait de la recherche publique, de la recherche et développement privé, de l'industrie, des questions de logistique jusqu'à l'hôpital. Et de tout ça, on parle. Et on en parle notamment depuis qu'on fait ces fameux CSIS, ces comités stratégiques des industries de santé, qui sont, je trouve, quand même de très bonne qualité, où on dit ce qu'il faut dire, où on dit ce qu'il faut faire, et on ne fait pas encore forcément ce qu'on a dit qu'il fallait faire. Mais bon, il y a quand même quelque chose de positif qui s'est enclenché. Alors, pour répondre à votre question, et ça me permettra de rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites, déjà, il y a des potentialités en ce moment de recherche en matière de santé qui sont extraordinaires. Moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur ce secteur et que ça m'intéresse beaucoup, parce que de la transplantation à l'oncologie, en passant par les maladies neurodégénératives ou par la lutte contre le vieillissement, qui de plus en plus est considérée comme une maladie, ce qui est quelque chose de tout à fait nouveau, on voit vraiment une explosion de la recherche. Et peut-être que ce qui ne fonctionne pas encore suffisamment bien dans notre pays, c'est les coopérations. Les coopérations public-privé, les coopérations public-public, parce que moi je vois beaucoup, de fait, parfois, des centres de recherche publique qui n'arrivent même pas à coopérer entre eux. La coopération entre les grandes entreprises et les startups, elle est parfois aussi un peu compliquée, et ça passe peut-être, et je m'arrête là, mais parce qu'il a été dit, moi je pense qu'on a un sujet de gouvernance de l'innovation. La recherche et l'innovation en santé, c'est un peu le ministère de la Santé, mais le ministère de la Santé, en fait, il s'occupe de fait plutôt du soin que de la recherche. Ça devrait être un peu Bercy, mais Bercy, non, parce que la santé, il considère que c'est au ministère de la Santé. Il y a un petit peu au secrétariat général du gouvernement, au niveau du Premier ministre, mais le Premier ministre, en ce moment, il a autre chose à faire que la recherche en santé. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûr que Frédéric Collet, il est en train de boire du petit lait, parce qu'il va arriver avec ses propositions, c'est pile dans ce qu'il pense, justement. Je vais donner régulièrement des chiffres, justement, à l'appui, évidemment, des questions que je peux poser. Les délais moyens de signature pour un accord de licence, ils sont estimés à 17 mois en moyenne en France, contre 6 mois en Europe. Florence Alouche, dès lors, les moyens, l'organisation de la recherche médicale, est-ce qu'ils sont vraiment adaptés à vos yeux? Qu'est-ce que vous me dites, Florence? Si vous parlez de recherche, on parlera tout à l'heure de recherche, mais là, vous me parliez de brevet. Alors là, ça me touche particulièrement parce que j'ai été des deux côtés de la barrière. J'ai été 15 ans directrice d'une structure de transfert de techno où je donnais des licences à des industriels, et j'ai été moi-même cofondatrice et dirigeante d'une start-up dans laquelle j'ai négocié une licence à l'INSERM. Donc, je peux vous expliquer les deux côtés de la barrière. Ce qui est sûr, c'est que certes, si vous comparez avec les États-Unis ou le reste du monde, mais je ne crois pas, c'est plutôt les États-Unis, les délais sont plus bas. Pour une raison très simple, c'est que les offices de transfert de technologie ont des règles très strictes et on ne négocie pas une licence. On vous donne un draft de licence et vous l'acceptez ou vous le refusez. En France, on négocie beaucoup, et malgré les nombreux rendez-vous qu'on a eus, les nombreux groupes qui se sont mis autour de la table pour travailler sur le mandataire unique, il y a toujours un copropriétaire public qui veut revoir la licence, et ça, c'est insupportable pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise qui attendent justement la licence signée pour pouvoir avoir des investisseurs au board. Et ça fait vraiment casser des deals assez souvent. Donc oui, c'est une priorité. Et pour l'avoir vécu des deux côtés de la barrière, je vous assure que c'est quelque chose sur lequel il faut que tout le monde se mobilise et comprenne que c'est vraiment notre enjeu. Donc voilà, ça c'est très très important. Je pense que sur la partie des deals, il faut aussi être conscient de ce qu'on attend. Le service public ne peut pas exiger un retour sur investissement à des startups qui se lancent et qui doivent lever des fonds. Et ça, c'est important que tout le monde puisse Voilà. En tout cas, on vous entend bien, Florence, même si l'image a disparu, mais le principal, c'est qu'on puisse évidemment boire vos paroles. Nicolas, j'ai encore une question. Combien la France, elle doit payer pour l'innovation ? On ne paye pas assez. Alors, on met beaucoup d'argent quand même en recherche et développement public et privé en France, même si on n'est pas encore au fameux 2% qu'on devrait atteindre. Mais on met de l'argent. Je pense néanmoins qu'il faut en mettre un peu plus, notamment en matière de recherche publique sur la rémunération des chercheurs. Là, ça ne va pas du tout. On est vraiment à des niveaux très, très bas. Et donc, il faut vraiment faire un effort là-dessus. Mais je crois surtout que ce qu'il faut qu'on arrive à mieux faire, je parlais tout à l'heure des coopérations entre le public et le privé. Si on regarde un tout petit peu les choses concrètement, ça me prendra juste 20 secondes, mais un pays où ça fonctionne bien, par exemple, c'est les États-Unis. Aux États-Unis, c'est compliqué, rien n'est simple dans ce type d'affaires. Mais on va dire qu'il y a des négociations qui sont extrêmement dures entre le public et le privé, des négociations juridiques sur qui va toucher l'argent, si ça marche, etc. Donc tout ça prend énormément de temps.
on est aux États-Unis, ça fait beaucoup de frais d'avocat, etc. Mais une fois que c'est fait, la coopération, elle est totale. Vous voyez, on a un but unique et ça fonctionne très bien. En France, on ne fait pas cet effort au début, pas suffisamment. Et du coup, il y a une espèce de méfiance qui s'installe. Alors, je serais intéressé d'avoir en effet l'avis du professeur Loupi, parce que c'est lui qui est dans le système. Mais l'impression que ça donne, par rapport à des écosystèmes qui fonctionnent très bien, comme aux États-Unis, on a bien vu à l'occasion de la pandémie et du vaccin que ça a remarquablement bien fonctionné, avec en plus, Frédéric Collet avait raison, une capacité des pouvoirs publics à prendre un peu de risques, bon, qu'on n'a pas non plus en France ou en Europe. Voilà, je trouve qu'on a des... Au-delà des montants qui sont importants, il faut mettre un petit peu plus d'argent, mais on a dans l'organisation qui sont importants. Ouais, bien. Comment on améliore l'articulation public-privé, Alexandre Loupi? Alors j'ai beaucoup aimé le commentaire sur le public-public, puisque moi, étant à l'intérieur de ce dispositif Nicolas, bien sûr, public, directeur de laboratoire INSERM, mais j'ai aussi monté une start-up, donc j'ai bien compris ces mécaniques-là. Donc il existe aujourd'hui des mécaniques de partenariats public-privé qui ont été poussés d'ailleurs dès les gouvernements Sarkozy. C'est les investissements d'avenir, les PIA, les RHU, les IHU. Il y a un programme d'instituts hospitalo-universitaires dont on a un peu entendu parler, en tout cas le grand public, pendant la pandémie, parfois pas forcément bien, voilà, un peu au sud de la France. En tout cas, 300 millions sont injectés dans ces IHU et le programme d'investissement d'avenir. En pratique, ces programmes ont été faits pour favoriser les partenariats public-privé et donc ce sont des montages avec du co-développement public-privé. Ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, après les différentes vagues de RHU et d'IHU, le constat, c'est que la mayonnaise n'a pas forcément toujours bien pris entre le public et le privé dans ces co-constructions. Certainement pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que les chercheurs n'étaient pas forcément habitués à travailler main dans la main comme ça avec le privé, que la construction de ces financements a été beaucoup faite sur de la recherche fondamentale, de la recherche intégrative, et l'industriel n'a été appelé qu'en second ressort pour participer et qu'il n'y a pas eu vraiment de réelle co-construction, mais on s'améliore là-dedans. Et les IHU en sont un exemple important. Et puis, donc il existe des mécaniques, il existe des véhicules en fait pour les partenariats publics-privés. Et il existe aussi d'autres possibilités. On parlait de recherche qui doit être extrêmement compétitive. Nous, on a besoin en tant que chercheurs, directeurs de laboratoire, d'accélérer, de travailler en toute transparence avec l'industrie. Et il y a également d'autres véhicules dont on bénéficie de partenariats entre nos centres de recherche et un industriel par le biais de fondations qui a un réel mécénat avec un droit de regard mais peu de contrepartie, voire pas de propriété intellectuelle, totalement transparent. Et ça nous a permis, nous, d'accélérer et de faire des choix technologiques risqués qui se sont avérés être extrêmement payants. Voilà. Parce qu'en 48 heures, on a pu faire ce qu'un grand Européen ne nous permettait pas de faire en 48 mois. Donc ça, voilà, il y a des choses, il y a des véhicules, il y a des choses qui existent. Et puis sur la rémunération des chercheurs, là, on peut en reparler. Florence, oui, Brice Teinturier. Juste un petit mot, parce que ce que vous évoquez aussi, quand Nicolas Bouzou évoque ce qui se passe aux États-Unis, ça tranche quand même singulièrement avec une culture qui existe en France. Et le regard porté par les Français sur la recherche et le développement, quand c'est une recherche privée, elle est suspecte. Il faut quand même le rappeler. C'est-à-dire pour les Français, il y a immédiatement une suspicion d'un lien de dépendance privé, par rapport à des intérêts privés qui eux-mêmes seraient extrêmement orientés autour de la notion de profit. Donc il y a une voie royale qui est la recherche publique, puis il y a une voie suspecte qui est la recherche privée. Et tant que cette culture-là restera dominante, je pense qu'on aura aussi des freins qui joueront pour une meilleure coopération publique-privée. Florence Alouche, comment est-ce qu'on améliore l'articulation entre le public et le privé? Et comment est-ce qu'on prend en compte aussi cette notion de data? Alors, l'articulation publique-privée, je suis d'accord avec Brice Teinturier, il y a cette fragmentation dans l'esprit des gens que le privé serait complètement, suspect, avec des objectifs complètement différents, voilà, suspect. Or, je pense que c'est une question de gouvernance. Je pense que si on compare avec les États-Unis, une grande partie des universités américaines sont privées et les regents qui sont à la tête de ces universités-là sont de tous horizons et ne représentent pas forcément que le corps professoral de l'université. Et c'est très important parce que cette vision de l'industrie, de la relation avec les entreprises est tout à fait dédramatisée. Je dirais même que la relation avec les investisseurs qui sont souvent eux-mêmes présents au bord de ces grandes universités et les universités elles-mêmes ont des fonds
pour investir dans les startups. Et j'en sais quelque chose, puisque dans la deuxième levée que nous avons fait avec Sparring Vision, un des investisseurs est une fondation de l'université de Pittsburgh. Donc on a cette culture à améliorer, et je pense que cette gouvernance doit être modifiée, aussi bien dans les instances qui organisent on va dire le transfert, et je parle des SAT par exemple, puisque ce sont les outils qui ont été créés. Je reviens sur ce que vous disiez, le PIA. Le PIA a été complètement remarquable, et il s'est poursuivi à travers les différents gouvernements, et le constat de Juppé-Rocard, on peut le retransposer maintenant encore, avec une excellente formation académique et peu d'envie d'entrepreneuriat, et c'est là-dessus qu'il faut continuer, et je pense que les plans qui sont mis en place pour justement renforcer ces filières d'excellence. J'adore ce mot excellence parce que c'était un gros mot. Donc, je suis ravie de voir que voilà, les IHU, les RHU, même si ils ne sont pas complètement au bout de leurs promesses, je trouve qu'ils ont quand même réussi à faire parler ensemble les trois grands acteurs, c'est-à-dire les chercheurs, les médecins et les patients. Moi, je mets toujours les patients quand même au cœur du sujet. Je suis pharmacien de formation, et si je développe des médicaments, c'est pour amener des solutions aux patients. Donc, je pense que c'est pas trois mondes qui sont complètement différents, et les patients comprennent bien, et notamment les patients qui souffrent de maladies orphelines, que sans financement, sans partenariat industriel, sans investisseurs, aucune start-up ne pourra développer un médicament pour 3000 personnes. Donc il y a tous ces sujets qui sont imbriqués. Alors, la voix des patients, Magali Léo, justement, je ne vous ai pas du tout entendu depuis le début, c'est de ma faute, je ne vous ai pas donné la parole. Allez-y. Eh bien, merci beaucoup là, pour ce qui vient d'être dit. Moi, je pense que là, on est en train de parler d'innovation. Pour moi, l'innovation, elle ne se regarde pas uniquement au travers des enjeux d'industrialisation ou d'environnement réglementaire qui facilite, qui accélère ou qui, au contraire, ralentit l'accès aux innovations. L'innovation, c'est aussi la façon dont sont évalués les produits de santé de demain, les produits de santé dont on dispose aujourd'hui, dans le cadre de leur réévaluation. Et ça fait appel aussi à des notions peut-être un peu nouvelles et des prises en compte de dimensions auxquelles on n'est encore pas assez habitué en France, me semble-t-il. C'est l'expérience des patients. Donc merci beaucoup de l'avoir évoqué, mais je pense qu'il y a aussi une révolution à faire dans la façon dont sont évalués les produits de santé, dont sont pensés les produits de santé, même en amont de leur évaluation par les agences sanitaires. Et les associations de patients sont très nombreuses à être très impliquées justement sur la reconnaissance de cette perspective patient, de la qualité de vie et de leur expérience avec la maladie, avec les traitements actuels, futurs. Et je pense que cette notion de data issue de l'expérience des patients est tout à fait clé. Je pense que les industriels qui sont présents le savent, parce qu'on demande de plus en plus aux industriels de produire des données de qualité de vie au moment de l'évaluation de leurs produits, notamment au niveau de la HAS. Donc je crois qu'il y a un vrai enjeu aussi méthodologique, politique, sociale, de prise en compte de cette perspective patient dans la façon dont arrivent les innovations et dont sont évalués les produits existants. Alors Frédéric Collet, la règle pendant cet après-midi, c'est que vous concluez chacune des tables rondes à l'aune de ce que vous avez pu entendre, de la part de Florence, de Nicolas, de Magali, d'Alexandre également. Qu'est-ce que vous avez retenu justement sur cette première table ronde? Est-ce que la France est encore dans la course de l'innovation thérapeutique? Alors d'abord, moi, j'étais très sensible à ce que rappelait Brice Teinturier au départ. Il a parlé d'un traumatisme avec la crise du Covid. Et la crise du Covid, elle nous a dit deux choses. Elle nous a dit que c'était une crise sanitaire, et il a fallu en sortir. Et effectivement, on en est sorti avec un vaccin qu'on n'attendait pas dans un temps aussi court, et pour une raison, et le thème sera repris après, c'est la collaboration. Pas un vaccin n'est sorti sans les effets de la collaboration, entre des big pharma, entre des big et des petites, entre du public et du privé. Partout, c'est cette collaboration qui a fonctionné. Puis la deuxième chose, c'est que la crise, elle nous a posé, une fois qu'on pouvait, disons, estimer qu'elle était en grande partie derrière nous, il y a une sortie de crise. Et c'est là où le secteur est un secteur qui est essentiel, parce que c'est un secteur de sortie de crise. C'est un secteur qui, sur un plan économique, et effectivement, c'était rappelé tout à l'heure par Chloé Morin, sur le fait que les politiques aujourd'hui, c'est un peu dommage d'ailleurs, se saisissent du sujet de la santé que sur un aspect sanitaire. Or, une partie de ce que nous faisons est sur un plan d'attractivité, et nous en avons besoin aujourd'hui. Et ce qui, pour moi, est le plus important, c'est de bien considérer que la santé, le sujet de la santé ne peut pas se vendre par appartement. C'est-à-dire qu'il faut considérer que c'est une chaîne de valeur. Et ça a été abordé tout à l'heure, effectivement, on a parlé de continuum, et Florence Alouche parlait du continuum. Le continuum, il est également dans l'ensemble des piliers de cette santé, qui commence à la recherche, dont on vient de parler, qu'on ne peut pas dissocier du manufacturing, de la fabrication, de la production, dont on va parler, qu'on ne peut pas dissocier de l'accès au marché et de l'accès aux patients,
Et puis enfin, c'est l'ensemble qui doit être considéré. Et bien souvent, ça a été un peu saisi de cette façon-là par les politiques. Alors pour nous, il y a finalement 3 sujets qui sont assez simples. Le premier, c'est le pilotage. Et ça a été abordé. On n'est pas très bon dans le pilotage, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs. Et on a des acteurs qui sont bien souvent un peu éclatés. Et on a beaucoup parlé, c'est une sorte d'antienne entre le public et le privé, les murs qu'on a construits. Là, on aurait voulu avoir des ponts, enfin bref. Et de fait, c'est une réalité en France. On a un public et un privé qui ne se parlent pas, et il y a un premier enjeu. Il faut quand même se rappeler les chiffres. Je trouvais intéressant de voir tous les candidats s'exprimer ou reprendre des citations de ces candidats. Globalement, on peut dire que tous sont des idées qui font du sens. Il y a un point sur lequel je pense qu'il faut corriger quand même, c'est que l'essentiel de l'effort de recherche est fait par le privé. Plus des 2/3 est fait par le privé. Et ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le public aujourd'hui est un peu en retrait. Et que là où vous vous souvenez, en l'an 2000, les accords à Lisbonne entre les pays européens disaient on veut arriver à ce que chaque pays investisse 3% de son PIB dans la recherche. Aujourd'hui, on est à 2,2 en France. On n'est pas dans les pires, mais on n'est clairement pas dans les meilleurs. Et certains pays, je pense à la Suède par exemple, sont à près de 4%. Donc il y a un sujet qui est de redonner des marges de manœuvre et de réinvestir. Maintenant, le deuxième sujet qui est absolument essentiel, c'est de prioriser. C'est-à-dire qu'il faut que ces efforts sur les thèmes qui ont été abordés puissent être coordonnés au maximum, qu'il n'y ait pas de déperdition. Et c'est peut-être le rôle qu'on pourrait confier à cette fameuse agence de l'innovation en santé, qui pourrait nous aider à avoir un meilleur pilotage. À se dire, voilà les sujets sur lesquels on veut s'engager. On ne fera pas tout, mais ça, on va essayer de le faire bien. Et donc l'agence de l'innovation en santé, c'est un gros sujet pour nous. On n'est pas encore très clair sur ce qu'elle est, ce qu'elle va devenir, comment elle va être pilotée, etc. Mais c'est sans doute un très bon véhicule dont il ne faut pas rater le passage. La troisième chose, c'est évidemment le décloisonnement. C'est-à-dire que, typiquement, et c'était très intéressant ce que disait Florence Alouche tout à l'heure, en disant on a un cloisonnement public-privé qui est une réalité, et les passages entre, par exemple, un chercheur du privé qui pourrait aller faire l'enseignement dans le public, ou au contraire un chercheur du privé qui pourrait aller travailler sur un projet du public dans le privé, quelque chose qui existe peu ou trop peu. Et donc c'est une réalité, on le voit, ce sont des univers qui se connaissent mal, qui s'observent avec quelquefois méfiance quand ce n'est pas de la suspicion. Et puis enfin, il y a un vrai sujet autour de la recherche clinique. Et là, je rejoins le propos de Magali Léo. La recherche clinique, il faut bien la considérer comme la première chance qu'on peut offrir aux patients sur des traitements innovants. Or, la recherche clinique en France, je pense notamment au cancer, dans lequel on a une expertise qui est très reconnue dans le monde. On est le 2e pays en Europe sur la recherche clinique dans le cancer. Mais pour autant, on sent que cette recherche clinique a perdu un peu de son attractivité pour des tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir. Et donc, je pense que redonner de la compétitivité à la recherche clinique, et en particulier sur les phases précoces, ce doit être un enjeu absolument stratégique, parce que quand on a ces phases précoces, on donne l'accès à ces patients-là, et puis en plus, on construit une expertise de la communauté scientifique et médicale. Enfin, 2 dernières choses sur lesquelles je veux insister. Le 3e point, c'est vraiment l'enjeu du numérique. On l'a abordé, les uns ou les autres, on l'a touché avec un petit peu de prudence, mais je pense qu'il faut bien considérer que l'innovation dans notre métier, elle n'est plus simplement une innovation dans la science ou dans la médecine. C'est fini ça. L'innovation, elle marche sur 3 jambes. Elle marche sur la science et la médecine, la data et les nouvelles technologies, et l'accès. Il faut bien considérer que l'accès est également un facteur d'innovation sur lequel nous devons travailler, nous, entreprises de santé, mais également avec les pouvoirs publics. Et puis le dernier sujet, on n'en a pas parlé, je suis étonné, et je m'attendais à ce que Nicolas dise un mot là-dessus, mais c'est la fiscalité, sur lequel on peut avoir une fiscalité. Là, je ne parle pas de la fiscalité qui est trop lourde, je parle de la fiscalité qui n'est pas suffisamment incitative pour flécher, et je pense que Florence Alouche sera d'accord, mais pour flécher des investissements, pour flécher de la recherche, pour flécher la prise de risque. Quand on parle de prise de risque, qui a été dit tout à l'heure, était vraiment important, on a une sorte d'aversion au risque. Et on est aussi le pays du principe de précaution. Et peut-être qu'on traîne ça encore un peu comme un boulet, ou en tout cas, cette notion de prise de risque qu'on trouve très bien dans les clusters. Et j'espère que les clusters qui sont en train de se monter en France seront l'occasion justement de réfléchir ensemble à une prise de risque collective. Bon, on va vous retrouver tout à l'heure. Frédéric Collet, président du LEM. Alors,